Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du SSE. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un rendez-vous du SSE sur le thème du stockage en entreprise. Et donc, on va vous expliquer un petit peu la maîtrise des risques en santé et en environnement. Donc, ce webinaire va vous être présenté par Sybille Tosi. Bonjour à tous, bienvenue. Et par moi-même, Fabienne Imbert. Pour rappel, le support du webinaire est dans la partie documents à distribuer. Pour les questions, vous avez une rubrique qui s'appelle questions dans GoToWebinar où vous pourrez poser toutes vos questions et nous y répondrons à la fin du webinaire lors de la séquence des questions-réponses. Donc, pareil, pour avoir une bonne réception, on vous conseille surtout d'avoir une connexion filaire plutôt qu'une connexion Wi-Fi et d'utiliser vos écouteurs pour avoir un meilleur son. Donc, on a ouvert la webcam pour l'introduction, mais après, pour la présentation, on la coupera et on la rouvrira pour la partie questions-réponses. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous le disais, ce rendez-vous du SSE est au sujet du stockage en entreprise. Et donc, on va voir la maîtrise des risques en santé et en environnement. Alors, on verra dans une première partie les rayonnages métalliques et les mezzanines. Puis, on verra le stockage des produits chimiques, qui est un cas particulier. Ensuite, on regardera le stockage des bouteilles de gaz, puis la spécificité du stockage des matières premières et des produits finis. Enfin, on regardera le stockage de l'outillage et des consommables, puis des déchets. Donc maintenant, je vais céder la parole à Sybille Tosi. Oui, donc alors pour cette première partie sur le stockage, on a décidé de vous parler, donc de faire toute une partie sur les rayonnages métalliques et les mezzanines, donc les racks de stockage, puisque vous en avez dans toutes vos entreprises, je suppose. Et donc c'est une partie un peu différente, puisqu'elle ne traite pas du stockage d'un produit ou d'un type d'élément, mais vraiment d'une méthode de stockage. Alors, comme je vous expliquais, donc c'est une solution, les racks métalliques, c'est une solution de stockage très répandue, c'est la plus répandue en atelier, mais c'est un type de stockage qui présente de nombreux risques et qui est à l'origine de beaucoup d'accidents. Je pense que vous avez tous vu des vidéos de racks qui s'effondrent, c'est toujours impressionnant et ça peut être des accidents très graves. Donc, le type de rack de stockage le plus répandu, c'est un rayonnage métallique pour charge lourde qu'on appelle paletier. Donc, on peut venir stocker son produit directement sur une palette. Alors, pour commencer, donc quelques photos de type de rack de stockage. Donc, on voit les racks en paletier sur la gauche, les stockages pour charges très lourdes qu'on appelle aussi cantilevers, le rayonnage de stockage mi-lourd pour des charges plus petites. Les rayonnages légers pour, par exemple, les cartons d'archivage, des rayonnages mobiles et puis également un exemple de mezzanine industrielle, donc qui permet de faire un stockage, plus en hauteur encore et d'occuper, la totalité ou la quasi-totalité des entrepôts. Parce que c'est aussi l'intérêt des mezzanines et des racks de stockage, c'est de faire du stockage en hauteur et d'occuper une grande partie du volume. Alors donc, je vous ai mis ce schéma, sur cette diapo. Donc c'est vraiment un schéma, qui va vous rappeler donc qui provient, d'une norme NF et qui est repris sur, un guide INRS, le guide 771 dont on va beaucoup parler, aujourd'hui. Donc c'est un schéma qui va vous donner, tout simplement le nom, des éléments des racks, puisqu'on va parler de lisses, d'entretoises, de dispositifs anti-chute. Donc voilà, ce schéma, est une sorte de pense-bête
pour avoir les noms des éléments et leur situation sur les racks. Alors, les principaux risques, donc très rapidement. Alors, quels sont les principaux risques liés au stockage en rack ou en mezzanine? Et ça va être d'abord les chutes de charge lors de la circulation dans les allées ou au poste de travail. Ce dont j'ai parlé au début, donc l'effondrement ou le basculement de la structure, on va en voir les causes après. Les heurts avec les objets stockés, lorsqu'on a des objets qui sont mal stockés. Les chutes de hauteur lors des opérations de prélèvement, les opérations de picking, des collisions de chariots piétons, chariots-chariots ou chariots-rack, et également des chutes de hauteur sur les mezzanines. Alors les causes, voilà, quelques photos, c'est toujours plus parlant. Donc les causes, ça va être, un déformement, des poteaux, par exemple, suite à des heurts avec ou des collisions avec des chariots. Ça va être du stockage d'éléments lourds, en hauteur. Ça va être du stockage, dans des caisses, qui sont en mauvais état, ou en extérieur avec des racks qui sont en mauvais état. Également du stockage, d'éléments qui va dépasser et donc qui va entraîner, des risques de heurts avec des piétons, et on va voir ça dans les détails. Donc une des premières causes, c'est, une installation qui serait, non adaptée aux besoins de l'entreprise. Donc ça va être d'abord un sous-dimensionnement des rayonnages, parce que le client, qui aura besoin de racks de stockage aura fait une mauvaise définition de ses besoins. Donc il n'aura pas donné les bons poids ou les bonnes dimensions des charges qui vont être stockées, et ça va être donc de là va découler une insuffisance de la résistance mécanique avec des caractéristiques de matériaux qui ne sont pas adaptées, du dimensionnement ou de la configuration qui n'est pas adaptée, la géométrie de la structure aussi qui sera mal réfléchie par rapport aux besoins primaires de l'entreprise. Une instabilité de la structure, ça peut provenir également, d'un défaut, d'horizontalité de son sol sur lequel on va venir installer les racks, un défaut de calage, donc d'installation, le poinçonnement, le vieillissement du sol au fil du temps, et ou une défaillance des fixations au sol. D'autres causes également, liées à l'installation, une absence une insuffisance de dispositifs de protection, la modification de l'installation sans validation, donc une modification d'installation qui n'est pas adaptée, l'utilisation de matériel d'occasion ou bien la largeur insuffisante des allées de circulation qui aura été, mal calculée dès le départ. Une autre cause des accidents, ça va être lié à la circulation des chariots de manutention. Donc on a vu l'exemple, la photo du poteau qui était très abîmé. Donc les heurts et collisions des chariots avec des opérateurs, mais également chariot-chariot ou chariot-rayonnage, parce qu'on a des aires de manœuvre trop réduites, parce que les allées sont trop étroites, n'auront pas été adaptées, au type de chariot qu'on utilise. Également une mauvaise organisation, un défaut de formation des caristes ou une absence de consignes, un défaut de rangement des charges, donc tout ça peut être cause d'accident. Une autre cause d'accident, ça va être les chutes de charge ou l'effondrement de la structure. Donc on peut avoir des chutes de charge dans une zone de passage parce qu'on aura utilisé, des palettes ou des conteneurs non adaptés à la charge à stocker. Une mauvaise confection des charges également, avec des palettes, des éléments qui débordent de la palette, une défectuosité, des dispositifs de rétention ou un mauvais positionnement de la palette. Aussi une surcharge des paletiers, qui va venir, solliciter, et entraîner des déformations permanentes des éléments de la structure, un non-respect des limites maximales admissibles. On va trop charger sa structure par rapport à ce qu'elle est capable de supporter, ou des déformations provoquées par des heurts de chariot. On a également dans les causes, les conditions d'exploitation qui ne seront pas adaptées à notre stockage. Donc ça peut provenir, ces conditions d'exploitation, de sources internes, donc un éclairage insuffisant, une résistance insuffisante de nos emballages adaptés, des substances dangereuses aussi, qui proviennent de produits stockés à proximité,
et qui qui peuvent provoquer des accidents par écoulement, par exemple. Et de sources externes aussi, des conditions climatiques extrêmes pour les rayonnages en extérieur. Alors il faut savoir que les rayonnages sont généralement conçus pour des températures, supérieures ou égales à -10 degrés. Donc en dessous, il faut utiliser des aciers ou prendre des précautions spécifiques dans le choix de ces aciers. On peut également installer ces rayonnages sur une zone à risque sismique et donc ça, il faudra le prévoir dès la conception. Enfin, dans nos causes d'accidents, on a des causes comportementales, comme l'absence ou des consignes non adaptées, le comportement humain, hein, des personnes qui montent sur les racks, la non-vérification de l'état du matériel dont on parlera plus loin ou l'encombrement des allées de circulation. Alors quels sont nos moyens de prévention? Donc pour pallier à toutes ces causes qu'on vient de voir, eh bien d'abord c'est, donc le premier moyen de prévention, ça va être dès la conception, de prévoir, des racks adaptés à son utilisation. Donc il faut vraiment, intégrer, tous ces éléments qui sont listés sur la diapositive dans le cahier des charges. Donc donner, à l'installateur, au constructeur, le lieu d'implantation. Est-ce que c'est en extérieur, en intérieur? Est-ce qu'il existe un risque sismique, hein, dont on vient de parler? Dans quel environnement notre entreprise se situe, si c'est dans une zone d'activité? On donnera le plan des bâtiments avec notamment les différents réseaux. La définition également des charges et des palettes, comment on va stocker donc nos produits. Est-ce que c'est individuellement? Est-ce que c'est sur palette? Est-ce que c'est sur des caisses? La localisation des charges, les moyens de manutention utilisés, donc pour prévoir la largeur des allées, et également la nature et la résistance du sol. Donc il faut savoir que les sols en béton sont capables de supporter une pression de 45 à 70 kg par centimètre carré. Par contre, les sols enrobés ou en dalles préfabriquées auront une plus faible capacité de charge. Donc tout ça, ce sont des éléments à donner à son constructeur. Donc à savoir, les rayonnages sont autostables par conception, donc il est vraiment déconseillé de relier le paletier à la structure du bâtiment. Sur l'installation en elle-même, donc nos moyens de prévention, donc à partir de ces éléments que vous aurez intégrés dans votre cahier des charges, le constructeur, va garantir la résistance mécanique. Il va vous remettre à l'utilisateur des racks un dossier technique en français avec toutes les données, géométriques, le plan de charge et cetera, et pour l'installation, il va tenir compte donc des allées de circulation. Donc les valeurs sont fixées, par la réglementation, hein, de ces allées. Il y a un minimum à respecter. Des allées de service, donc les allées de service, c'est celles qui vont, où l'on va autoriser uniquement, les chariots à circuler. Les conditions d'évacuation, donc la distance pour accéder à une allée de circulation. Également, il faut prévoir les protections des pieds d'échelle et des glissières, donc avoir des sabots de protection d'une hauteur minimale de 400 millimètres et l'aménagement des alvéoles dans vos racks de stockage. Là aussi, il faut prévoir un jeu fonctionnel minimum. Donc voilà, quelques photos, des éléments dont je viens de vous parler. Notamment, la largeur des allées de circulation, minimum à respecter. Un exemple de protection des pieds, des racks de stockage. Le minimum également pour les allées de service, hein, donc on voit 1 mètre, 50 centimètres sur 50 centimètres d'un côté, pour le passage du chariot. Un exemple de mezzanine avec une barrière écluse qui va venir protéger du risque de chute. Voilà, il y en a d'autres bien sûr. Alors dans les moyens de prévention sur l'utilisation, il y a outre donc on vient de voir, l'installation, le cahier des charges et cetera. Après pour l'utilisation, un des premiers moyens de prévention, ça va être l'information et la formation des travailleurs, des opérateurs qui vont être amenés à travailler sur ces racks de stockage. Donc on va informer nos opérateurs des caractéristiques des charges à manutentionner bien sûr, de la charge maximale admissible sur les rayonnages, des capacités de rayonnage, des plans de charge type. Bien sûr, les caristes seront formés à la conduite du chariot et ils utiliseront les EPI adéquats.
L'utilisation également, c'est la palettisation et la manipulation qui sera faite dans les règles de l'art. Donc concernant les palettes, il ne faut pas bien sûr stocker de charge supérieure à celle stipulée sur la plaque de charge. Il faudra s'assurer que le type de palette utilisée est approprié au rayonnage et à l'engin de manutention et disposer prioritairement des produits sur des palettes normalisées, donc qui seront réutilisables parce qu'elles sont plus solides. Il faudra disposer les produits sur les palettes afin d'éviter tout débordement, hein, et éviter l'utilisation de palettes de type perdu puisqu'elles ont une résistance très limitée. Donc le rangement des charges, pour le rangement des charges, le cariste doit s'assurer que les traverses de la charge palettisée reposent sur les lisses. Et puis pour les hauteurs élevées, donc il est recommandé soit d'équiper le système élévateur du chariot d'un système automatique d'indexation, soit de disposer sur son mât des repères appropriés. Concernant la circulation et les conditions d'exploitation, donc pour prévenir la chute de charge sur les opérateurs, il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucun stockage au-dessus des allées de circulation ou bien prendre des précautions particulières. Concernant les opérations de prélèvement, donc seuls les opérateurs de picking seront autorisés à pénétrer dans l'allée de service. Pour la manipulation des charges en hauteur, l'accès à l'allée de service sera interdit aux piétons et chariots autres que celui réalisant l'opération de picking. Donc, il faut interdire également de passer sous les charges stockées par un rayonnage d'accumulation. Donc voilà, le mieux, c'est quand même de rédiger une consigne et de la porter à connaissance à l'ensemble des travailleurs qui sont concernés par toutes ces opérations. Également, veiller à la variation des températures et au dépoussiérage régulier des réflecteurs pour avoir des conditions de circulation optimales. L'entretien et la surveillance. Donc, l'employeur est tenu de maintenir l'installation en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction, hein, applicables lors de sa mise en service. Donc, il doit respecter la périodicité des vérifications préconisées par le constructeur. Donc, ce n'est pas une périodicité qui est réglementaire. Par contre, il faut bien prendre connaissance donc, de cette périodicité qui sera préconisée par votre constructeur. En général, on parle d'une fois par an pour une vérification approfondie. Évidemment, il faudra vérifier l'installation lors de tout choc, notamment vérifier la verticalité des échelles, remplacer les éléments déformés. Il faut également procéder à une surveillance permanente et pour détecter les anomalies. Et puis, comme je vous disais, une fois par an, une vérification approfondie. Et donc là, je vous invite à prendre connaissance de la checklist qui est dans le guide INRS ED 771, donc page 30, qui vous donnera tous les éléments à vérifier sur vos racks de stockage. Pour la modification, donc je terminerai sur ça concernant les moyens de prévention. Donc il faut soumettre au constructeur avant réalisation tous vos projets de modification ou de déplacement de vos racks de stockage. Donc toute modification nécessite la vérification de la nouvelle capacité de charge de vos racks. Et même si la modification est faite en interne, donc il y a un certain nombre de règles et de précautions à prendre, notamment lors de la manutention de vos éléments de stockage. Et puis, on vous conseille quand même de faire procéder à une vérification de l'installation après son montage ou son remontage et avant sa mise en exploitation par une personne compétente ou par un organisme compétent. Oui, je rajoute juste par rapport à la diapo précédente pour la vérification périodique annuelle, elle doit être faite par une personne compétente, mais elle peut très bien être faite en interne. Alors voilà, quelques éléments sur la réglementation et sur la bibliographie. Donc, je vous ai parlé de la brochure ED 771 dans laquelle vous retrouverez les éléments qu'on a vus dans cette partie et puis voir plus de détails même. Vous avez également une brochure, un livret qui est un peu plus court, donc qui peut vous permettre vous servir de moyen de communication interne. C'est le livret INRS ED 6468.
une brochure aussi plus générale sur la conception des lieux et des situations de travail. Donc les articles du Code du travail qui concernent votre stockage via rack métallique, et puis les normes de stockage que vous pouvez trouver qui sont payantes. Donc, je vais laisser la parole à Fabienne. Merci. Donc maintenant, on va voir la spécificité du stockage des produits chimiques. Alors, le stockage des produits chimiques va dépendre, entre autres, des dangers présentés par ces produits chimiques. Donc, je fais un petit rappel à ce propos. Donc déjà, pour faire un premier repérage, on va effectivement regarder l'étiquette du produit chimique et donc notamment les pictogrammes ainsi que les mentions de danger. Donc ce sont les phrases qui commencent par un H. Et donc là, par exemple, dans le cadre de l'exemple de l'étiquette de l'acétone, qu'on a le pictogramme inflammable auquel va être associée la mention de danger H225, liquide et vapeur très inflammable. Et par rapport au pictogramme j'altère la santé, du point d'exclamation, on va avoir dans ce cas précis donc deux mentions de danger qui vont plus préciser le danger, qui est la mention de danger H319 provoque une sévère irritation des yeux et H336 peut provoquer somnolence ou vertige. Donc là, dans le cas précis de cet exemple, eh bien, l'acétone étant un liquide dégageant des vapeurs très inflammables, il faudra veiller à mettre en place des actions qui vont permettre de prévenir le risque d'incendie et à texte si applicable. Donc, je vous ai fait un petit rappel sur les différents types de pictogrammes qui permettent de repérer les dangers présentés par les produits chimiques. Donc, on a les pictogrammes qui représentent les dangers physiques avec le risque explosif, les substances inflammables, les gaz sous pression, les substances comburantes, les substances corrosives pour les métaux. Après, on a aussi les pictogrammes qui représentent les dangers pour la santé avec les substances toxiques à faible dose. Les substances qui vont nuire gravement à la santé, donc il peut y avoir des substances, par exemple CMR, ou pour rappel, CMR qui veut dire cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. On a aussi le pictogramme des produits corrosifs pour la peau, les yeux. Et après, on a le pictogramme qui précise j'altère la santé. Donc là, c'est pareil, c'est un pictogramme qui peut rassembler différents types de substances pour connaître exactement le risque. Il faut se référer à la mention de danger. Donc, ça va rassembler, par exemple, des substances qui vont déclencher des eczémas, des allergies cutanées, des substances qui vont irriter la peau et les yeux, des substances qui sont toxiques mais à forte dose, etc., etc. Et après, on a les pictogrammes qui concernent les dangers pour l'environnement. Donc, on a notamment les substances qui peuvent polluer le milieu aquatique. Et après, on a le pictogramme qui représente les substances qui peuvent altérer la couche d'ozone. Donc là, je vous ai mis en lien donc un dépliant INRS qui en fait reprend l'ensemble des pictogrammes de danger et les dangers qui y sont associés. Donc bien entendu, si on souhaite avoir encore plus d'informations sur les dangers présentés par un produit chimique, on va se référer à la fiche de données de sécurité et on verra plus tard notamment les rubriques qui sont intéressantes dans le cadre d'un stockage. Alors, les principaux risques, donc là, je n'ai pas repris tous les risques qui sont présentés par le stockage en rayonnage, mais bien entendu, si vous avez un stockage en rayonnage métallique, voilà, les risques sont les mêmes. Donc, on a le risque de chute de récipients mobiles. On a également la fragilisation des emballages, donc là, qui peut se produire, par exemple, sous certaines conditions de température. Le gel, par exemple, peut provoquer une rupture du contenant, mais également la chaleur peut entraîner un fluage des plastiques. La lumière UV aussi peut altérer les contenants plastiques. Donc voilà, tout ça, ça peut être des fragilisations qui vont être liées
aux conditions de stockage. On retrouve bien entendu les risques classiques liés à la manutention, le risque de chute de plein pied, d'accident du travail, une maladie professionnelle. Après, on va rajouter tous les risques qui sont liés aux produits chimiques. Donc, le risque de réaction chimique dangereuse. Donc, par exemple, en cas de stockage de produits incompatibles sur la même rétention, si les contenants fuient, il peut y avoir une réaction chimique dangereuse. On a le risque de déversement accidentel. Et associé à ce risque de déversement accidentel, on peut avoir un risque d'intoxication, puisque en fait, un déversement accidentel d'un produit toxique par inhalation peut entraîner un risque d'intoxication du personnel. Puis on en a bien entendu aussi le risque d'incendie-explosion avec des produits inflammables. Donc là, je vous ai mis sur cette diapo un récapitulatif des différentes exigences réglementaires qui vont s'appliquer au stockage de produits chimiques. Donc tout d'abord, sur fond violet, on a les exigences du Code du travail, mais qui vont être liées aux agents chimiques dangereux. Donc c'est-à-dire les produits chimiques qui vont avoir un étiquetage avec des mentions de danger et des pictogrammes. Et les exigences qui concernent les CMR, c'est-à-dire les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Donc là, essentiellement, dans le Code du travail, l'exigence est de mettre en place une procédure qui permet d'assurer en sécurité le stockage des produits chimiques. On va avoir dans le Code du travail des exigences qui vont être beaucoup plus précises sur le stockage de matières explosives et inflammables. Voilà, on va les voir dans les diapos suivantes, sur fond orange. Et bien entendu, si les produits que vous stockez peuvent présenter un risque ATEX, c'est-à-dire un risque de créer une atmosphère explosive, il va falloir également respecter les exigences relatives au risque ATEX. Donc, à toutes ces exigences du Code du travail vont s'ajouter des exigences qui sont issues du Code de l'environnement, et notamment si vous êtes une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire une ICPE, eh bien, vous avez des arrêtés ministériels de prescription générale qui vous sont applicables et éventuellement aussi, ça peut être des arrêtés préfectoraux. Et donc, dans ces arrêtés, vous pouvez avoir des exigences spécifiques qui vont s'appliquer à votre stockage de produits chimiques. Donc, pour rappel, pour savoir si on est une installation classée, il faut faire un bilan par rapport aux activités de l'industrie, mais aussi aux produits utilisés. Et c'est généralement en fonction des quantités stockées ou des quantités fabriquées, par exemple, qu'on va savoir si on est une installation classée ou pas. Donc là, je vous ai mis un exemple de produits chimiques qui peuvent être visés par une rubrique ICPE, donc ce n'est pas exhaustif. On a par exemple les liquides, dont le point éclair est compris entre 60 et 93 degrés. On a la rubrique 1978 sur les solvants organiques, les rubriques 4100 sur les produits toxiques. Donc là, on a différents types de rubriques en fonction en fait, de la catégorie de toxicité aiguë du produit chimique. On a la rubrique 4331 sur les liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3. Donc, je vous ai remis les points éclairs pour que vous arriviez à peu près à situer le type de produits qui peuvent être concernés. On a les rubriques 44 de X sur les peroxydes organiques, selon qu'ils sont de type A, B, C, D ou E, F. Ensuite, on a les rubriques 4500 des produits dangereux pour l'environnement. Donc là, c'est pareil, il y a différents types de rubriques en fonction des dangers présentés sur les milieux aquatiques. Et on a la rubrique 4718 sur les GPF. Alors, maintenant, on va voir donc, quelles sont les règles de stockage. Donc, premièrement, la première chose à faire, ça va être de stocker les produits chimiques dans des locaux, dans des armoires adaptées. Donc, bien entendu, il va falloir les adapter à la nature des produits. Donc, si par exemple on a un produit corrosif, on va choisir par exemple si c'est un rayonnage ou un bac de rétention, on va choisir une matière qui va résister à la corrosivité du produit chimique. Il va falloir l'adapter aussi aux produits si on a des produits inflammables. Donc, il va falloir mettre en œuvre des actions pour prévenir le risque incendie. Et il y a aussi, en fait,
des produits qui peuvent être sensibles au froid ou à la chaleur. Donc, par exemple, notamment, voilà, il y a des produits qui vont être sensibles aussi à la lumière UV, des produits qui vont réagir au contact de l'eau, qui vont réagir au contact de l'oxygène. On doit aussi adapter ces locaux et armoires de stockage au format, au poids et au type de contenant des produits, à la quantité de produits qui va y être stocké, au nombre de personnes devant y avoir accès. Et il y a une spécificité, si au vu de votre évaluation des risques, vous avez un risque d'accumulation de gaz dangereux au niveau du plafond, votre local ne doit pas avoir de faux plafond. Donc ensuite, par rapport à l'éclairage, donc là, l'éclairage, il faut un éclairage suffisant, donc c'est-à-dire minimum 300 lux, parce qu'en fait, voilà, on ne fait pas un travail de précision. Pour les locaux d'une certaine capacité vraiment grand, il peut être nécessaire mettre en place un éclairage de sécurité, mais là, voilà, c'est vraiment spécifique. Pour les tout petits locaux, c'est pas applicable. Et ensuite, bien entendu, il va falloir signaliser ce local, cette armoire de stockage, par un panneau, par exemple, local de stockage de produits chimiques, armoire de stockage de produits inflammables. Et il faudra y rajouter la signalisation de la zone ATEX, si c'est applicable. Donc, c'est-à-dire ATEX, pour rappel, qui veut dire atmosphère explosive. Ensuite, bien entendu, quelle que soit la structure de stockage qui va être utilisée, donc que ce soit une cuve, un silo, un rayonnage, il va falloir protéger la base de ces structures des risques de heurts des engins. Pour les rayonnages, on va reprendre toute la partie que Sybille nous a expliquée avant, mais on va bien sûr aussi s'assurer que le rayonnage va être en matériaux résistants chimiquement aux produits stockés. Pour le gerbage, on va faire attention à la hauteur maximale choisie, parce qu'en cas de chute, il ne faut pas que le récipient soit endommagé. Pour le stockage à l'air libre, dans certains cas, il faudra prévoir une protection via un auvent du rayonnement solaire direct. Donc ça, c'est uniquement si vos emballages peuvent être altérés par la lumière de UV ou si vous avez des produits qui sont sensibles à la lumière UV. Ensuite, pour les silos et les cuves, alors il va falloir bien entendu prévoir des accès sécurisés pour les opérations d'inspection, de maintenance, de réparation. Donc, essayez toujours, dans la mesure du possible, de ne pas être obligé de pénétrer à l'intérieur. Et si c'est le cas, il va falloir mettre en place des mesures supplémentaires pour les interventions en espace confiné et éventuellement en atmosphère explosive. Donc là, il faudra mettre en place des mesures supplémentaires. Et pour les silos, il y a le risque supplémentaire d'enlisement. Donc maintenant, on va voir la partie ventilation. Donc tout local, toute armoire de stockage doit être équipée d'une ventilation mécanique. Quel est l'objectif de cette ventilation? L'objectif est de maintenir en permanence le local de stockage en dépression. Pourquoi? Parce qu'on y stocke des produits chimiques. Donc on va avoir des résidus de polluants qui vont être présents dans l'atmosphère et donc de ce local, et donc il est important de les évacuer. Cette ventilation devra être résistante à la corrosion, si nécessaire, en fonction des produits stockés. Et le débit de ventilation doit être déterminé par un professionnel et il va être fonction des produits stockés. On va notamment prendre en compte si le produit chimique a une valeur limite d'exposition professionnelle. Donc, pour rappel, une valeur limite d'exposition professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration maximale à ne pas dépasser au niveau des opérateurs pour voilà, qu'il n'y ait pas d'altération de leur santé. Et donc, il en existe des courts termes, et donc il faudra notamment les prendre en compte si c'est applicable pour les produits. Et pour les produits inflammables, on va également prendre en compte la limite inférieure d'inflammabilité. Donc, la limite inférieure d'inflammabilité, pour rappel, c'est la concentration en fait à partir de laquelle la concentration de vapeur inflammable va être suffisante pour qu'il y ait un départ de feu en cas d'une source d'inflammation. Donc ensuite, bien entendu, une fois qu'on a dimensionné le débit,
eh bien, on va en fait devoir placer les entrées et les sorties d'air de façon à pouvoir évacuer rapidement les polluants. Donc voilà, on va regarder si c'est des polluants qui ont tendance à s'accumuler en partie basse ou en partie haute du local. Et l'air, bien entendu, doit être jeté à l'extérieur des bâtiments. Alors, pour les industries qui sont des ICPE, en fait, sous fond vert, on peut avoir des obligations supplémentaires qui peuvent être dans les arrêtés qui sont applicables à ces installations. Et donc, notamment, on peut avoir comme exigence, qui est assez classique, le fait que le débouché à l'atmosphère de la ventilation soit placé aussi loin que possible des habitations voisines. Donc ça, c'était pour les obligations relatives à la ventilation. Maintenant, on va voir les bacs de rétention. Donc, les produits liquides doivent être stockés sur des bacs de rétention résistants aux produits. Le volume va dépendre du volume unitaire de chaque récipient. Si le volume unitaire de chaque récipient est supérieur à 250 litres, alors le volume du bac de rétention doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes. Donc, soit 100% de la capacité du plus grand récipient, soit 50% de la capacité globale de l'ensemble des récipients. Ça, c'était donc en gros pour des gros récipients. Pour des récipients dont le volume est inférieur ou égal à 250 litres, alors on va avoir deux cas. On va regarder le volume total des récipients. Si le volume total des récipients est inférieur à 800 litres, alors le volume de la rétention doit être égal au volume total des récipients. Par contre, si le volume total des récipients est supérieur ou égal à 800 litres, alors le volume de la rétention doit être au minimum de 20% du volume total des récipients, mais dans tous les cas, il doit être au minimum de 800 litres. Ce qui veut dire que si le volume total est de 1000 litres, eh bien, en fait, le volume de la rétention, dans le cas présent, il sera de 800 litres. Après, on va avoir des spécificités pour les cuves enterrées. Donc, les cuves enterrées doivent être à double paroi avec détection de fuite ou alors placées en fosse maçonnée. L'objectif est de pouvoir finalement contrôler l'étanchéité des réservoirs. Et ces réservoirs enterrés doivent être équipés d'une jauge de niveau et d'un limiteur de remplissage. Pour les cuves aériennes, bon, bah là c'est classique, ce sont des réservoirs équipés de jauge de niveau, d'un évent, d'un trop-plein. Donc maintenant, on va voir un petit peu donc les équipements à avoir en cas de déversement accidentel. Donc déjà, le sol des locaux de stockage doit être étanche, incombustible et équipé pour pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Par ailleurs, d'un point de vue sécurité, c'est important que le revêtement de sol soit antidérapant. Il faut toujours effectivement qu'il y ait des produits absorbants appropriés pour récupérer les éventuelles fuites, les déversements accidentels. Donc, si c'est un produit corrosif, on va prendre en plus un absorbant qui va être neutralisant, mais aussi dans tous les cas, de toute façon, il faut qu'il soit incombustible. On ne va pas utiliser de la sciure de bois, surtout si on veut récupérer des produits inflammables, par exemple, parce que ça va faire un très bon combustible. Et ensuite, d'un point de vue sécurité, suivant les dangers présentés par les produits et le résultat de votre évaluation des risques, on va mettre en place un appareil respiratoire isolant à l'extérieur du local. Donc ça, par exemple, on va le faire ça avec des produits toxiques par inhalation. Et aussi, bien entendu, pouvoir intervenir en cas de projection sur le corps ou le visage d'un produit, une douche de sécurité, un rince-œil. Dans tous les cas, en cas de déversement accidentel, les produits vont donc être récupérés avec un absorbant, puis en fait, on va essayer de les recycler ou les traiter en tant que déchets dangereux. Ensuite, on va avoir pour les produits inflammables des exigences spécifiques en matière d'incendie. Alors, donc là, c'est vraiment très précis, c'est des exigences du Code du travail très précises. Alors, pour les locaux et les emplacements de stockage de produits explosifs, comburants, extrêmement inflammables ou présentant des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée. Donc ça, ce n'est pas des produits qu'on a très fréquemment en entreprise. Donc il ne doit pas y avoir, bien entendu, de source d'ignition, d'étincelles ou de surface chaude.
Les locaux doivent être ventilés en permanence, mais de toute façon, on l'avait déjà vu. Et bien entendu, il faut qu'il y ait un panneau interdiction de fumer, y compris quand c'est à l'air libre. C'est un petit peu évident. Ensuite, pour ces locaux-là, mais aussi pour les locaux qui vont avoir des produits facilement inflammables, donc ça c'est un petit peu plus fréquent quand même en entreprise, ou susceptibles de prendre feu instantanément, eh bien en fait il faut savoir qu'aucun poste habituel de travail ne doit être situé à plus de 10 mètres d'une issue qui donne sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. S'il y a des grilles aux fenêtres, il faut pouvoir les ouvrir facilement de l'intérieur. Et bien entendu, bon, voilà, on ne va pas mettre ces produits-là dans les escaliers, les passages, ni à proximité des issues des locaux. En cas d'utilisation de stockage de substances inflammables, on va bien entendu devoir également respecter toutes les autres exigences du Code du travail qui sont relatives au risque incendie. Et donc, ça va être, quand on a des quantités importantes, on va les isoler du reste du bâtiment. On va avoir des exigences en matière de construction du local en matériaux durs et incombustibles, des murs coupe-feu. Et bien entendu, on a toutes les exigences du Code du travail que je n'ai pas le temps de reprendre parce qu'on a un webinaire très dense aujourd'hui. Mais voilà, on va retrouver toutes les exigences en matière des systèmes d'évacuation, de détection, d'alarme, de désenfumage, de lutte contre le feu. Bien entendu, ces locaux doivent avoir une facilité d'accès par rapport aux véhicules, que ce soit des transporteurs ou les pompiers. On ne met pas des locaux de stockage de produits chimiques en sous-sol et l'installation électrique doit être réduite au minimum. Et si nécessaire, on va faire un équipement électrique ATEX, c'est-à-dire s'il y a un risque d'atmosphère explosive. Et donc, à toutes ces exigences, on n'oublie pas que peut s'appliquer des exigences ATEX du Code du travail, mais aussi parfois les assurances ont des exigences particulières en matière de prévention du risque incendie. Et bien entendu, si on est une ICPE, on peut également avoir des exigences particulières en matière de risque incendie. Maintenant qu'on a mis en place un local, une armoire de stockage qui va être adaptée, eh bien en fait, il va falloir veiller à l'organisation des stocks. Donc en fait, bien souvent, on va avoir un local central et après, on va avoir un ou plusieurs lieux de stockage tampons. Bien entendu, à chaque produit chimique, il doit y avoir la fiche donnée de sécurité et les contenants doivent être étiquetés. Alors, en fonction du type de contenant, on n'a pas le même étiquetage. Donc, pour des contenants classiques, des jerrycans, etc., on va avoir l'étiquette classique qu'on a vue pour l'acétone, avec les mentions de danger, les conseils de prudence, les pictogrammes. Mais pour une cuve, un silo, il faut également un étiquetage, donc au minimum le nom du produit stocké, les pictogrammes de danger associés et le volume. Ensuite, à cette gestion des stocks, il faut un rangement rigoureux avec un plan de stockage, tenir un état des stocks, bien respecter la règle de déstockage première entrée, première sortie pour bien gérer finalement les dates de péremption des produits. On n'entrepose pas d'outils, pas de matériel dans des locaux de stockage de produits chimiques. Bien entendu, on referme bien les contenants après usage. Alors, ces locaux de stockage, donc l'accès doit être limité aux personnes qui sont formées et autorisées. Alors, pour rappel, au niveau du Code du travail, tout salarié qui va manipuler des produits chimiques doit être formé aux risques présentés par ces produits chimiques, aux mesures de prévention à mettre en place et aussi aux EPI qui vont devoir être utilisés. Les quantités, on va adapter les quantités aux besoins, voilà, parce qu'en fait, le risque dépend aussi de la quantité stockée, donc ça ne sert à rien de stocker des quantités phénoménales. Et bien entendu, on veille bien à éliminer régulièrement les produits inutiles ou périmés. En matière d'environnement, d'ICPE, on peut avoir des exigences supplémentaires, donc un registre entrée-sortie notamment, un plan général des stockages, et aussi on peut avoir au niveau ICPE l'exigence d'avoir un plan des zones à risque qui va préciser quelles sont les zones à risque d'incendie, les zones d'atmosphère explosive, les zones d'émanation toxique si c'est applicable. En matière d'organisation de gestion des stocks, il est très très important également de bien respecter les incompatibilités. Alors d'abord,
il faut bien s'assurer que les produits sont bien stockés dans des contenants adaptés. Alors forcément, si vous les achetez tels quels, ça va être le cas. Mais bon, si vous les stockez en cuve, etc., voilà, il faut bien s'assurer que c'est adapté. En cas de transvasement aussi, il faut bien s'assurer que vous utilisez un contenant adapté. Et pour le savoir, c'est la rubrique 10 de la FDS qui va vous le préciser. Ensuite, bien entendu, il faut bien respecter les conditions de stockage recommandées par rapport aux produits chimiques. Les conditions de température, les conditions d'humidité. Donc là, c'est au niveau de la rubrique 7 de la FDS que vous allez avoir ces informations-là. Et enfin, on va veiller à ne pas stocker ensemble des produits incompatibles. Donc bien entendu, on ne va pas stocker les acides et les bases ensemble, on ne va pas stocker les oxydants et les réducteurs ensemble. Mais en fait, pour avoir des informations plus précises, c'est la rubrique 7 de la FDS qu'il faut consulter. Donc, je vous ai mis un tableau sur les stockages de produits. On voit un petit peu les incompatibilités. Donc, on voit très bien que de toute façon, les explosifs, les comburants, les inflammables doivent être stockés toujours à part. Pourquoi? Parce qu'en cas d'incendie, ça peut faire des nuages dangereux, notamment si on stocke des produits toxiques avec, ça va faire des nuages toxiques. Et après, je vous ai mis aussi un lien vers la base de données INRS des réactions chimiques dangereuses de type exothermique, donc qui vont dégager de la chaleur. Donc ça peut être déflagration, détonation, etc. Et donc ça peut être aussi utile pour savoir si on peut stocker des produits ensemble ou pas. Enfin, on va avoir un petit retour d'expérience pour vous illustrer. Donc là, voilà, c'est un accident très bête. Donc, il y a lors d'une manutention, un GRV, dont la photo est située en haut à droite de la diapo, donc a été en mauvais état. Donc, lors de la manutention, il a glissé des fourches, il s'est renversé, et comme en plus le bouchon était mal fermé, tout s'est écoulé sur le sol et s'est déversé dans le caniveau de l'entreprise voisine. Donc, comme en plus j'étais chez le voisin, voilà, ils ont dû faire appel à une société spécialisée pour tout nettoyer. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer, des fois, il suffit des règles simples pour éviter des accidents. Maintenant, je vais passer la parole à Sybille, qui va vous présenter le stockage des bouteilles de gaz. Oui, donc on va voir, vous allez voir qu'il y a des choses assez communes, puisque le gaz, ça reste du risque chimique, pardon, mais il y a aussi quelques spécificités. Donc les principaux risques, pour rappel, ça va être l'incendie, l'asphyxie en cas de fuite, ça va dépendre aussi des risques du gaz stocké. L'explosion aussi, on va parler un peu d'ATEX, comme Fabienne, et la chute d'objets, chute d'une bouteille. Donc, en introduction, quelques mots sur les spécificités liées au gaz. On va parler donc pour le stockage de gaz en bouteille et de gaz sous pression, puisque tout gaz contenu dans un récipient a une pression supérieure ou égale à 2 bars. Donc, ça peut être sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Une bouteille de gaz, donc c'est un récipient sous pression transportable d'une capacité nominale qui ne va pas dépasser les 150 litres. Les bouteilles de gaz, elles peuvent être de taille et de poids très variables, allant de 400 millilitres à 150 litres. Donc les caractéristiques, la caractéristique générale des gaz, c'est leur densité. La plupart des gaz utilisés dans l'industrie que vous utilisez, ils sont plus lourds que l'air. Ces gaz se mélangent moins facilement dans l'air et se concentrent préférentiellement dans les points bas. Et donc ça a son importance pour les questions de stockage. Ensuite, il y a des risques intrinsèques pour certains gaz. Donc, selon les gaz utilisés, on va avoir du risque toxique, effet aigu sur la santé à faible dose et à court terme, la corrosivité, c'est-à-dire qui va entraîner des brûlures, l'hypoxie, l'anoxie, l'asphyxie, des effets sur le long terme, donc des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'inflammabilité ou des gaz peuvent également avoir un caractère comburant, oxydant. Je vous en donne des exemples un peu plus loin. Donc l'étiquetage, c'est comme pour les produits chimiques, il y a un étiquetage particulier pour les bouteilles de gaz.
Donc ça va être d'abord l'étiquetage lié à la réglementation ADR, donc la réglementation pour le transport des matières dangereuses. Donc je vous ai mis là dans ce tableau les pictogrammes ADR avec donc les pictogrammes qu'on va retrouver sur certains gaz, hein, gaz non toxiques, non inflammables, ça va être le cas du gaz carbonique, de l'azote. Les gaz inflammables comme l'hydrogène, le méthane, l'acétylène, les gaz comburants comme l'oxygène, le protoxyde d'azote, le chlore, les gaz toxiques, on va retrouver le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote, les gaz corrosifs comme l'ammoniac, le fluor, le dioxyde de soufre, et enfin les gaz dangereux pour l'environnement comme le sulfure d'hydrogène. Donc j'ai choisi de ne pas vous remettre l'étiquetage des produits chimiques dangereux imposés par le règlement CLP, puisqu'on les retrouve dans les diapositives que vient de vous présenter Fabienne. Donc vous pouvez vous y reporter, mais c'est exactement les mêmes étiquettes qu'on va retrouver sur les gaz. Donc lorsque les pictogrammes de danger CLP, donc ce que vous a présenté Fabienne, représentent les mêmes dangers que les pictogrammes ADR, alors l'un des deux devient facultatif, hein. On pourra par exemple, pour le risque inflammable, on peut garder le pictogramme de l'ADR et ne pas mettre le pictogramme du CLP, du moment qu'on va retrouver le risque indiqué sur la bouteille de gaz. Donc, conformément au règlement CLP, l'étiquette doit contenir les informations suivantes, hein, comme pour un produit chimique, ça va être l'identification du fournisseur, l'identification du produit, les pictogrammes de danger ADR et CLP et les mentions d'avertissement, danger ou attention, les mentions H dont vous a parlé Fabienne et les conseils de prudence. Donc voilà un exemple d'étiquette pour l'oxygène. On va retrouver tous les éléments réglementaires. Donc pour les risques liés au transport, on va retrouver le numéro ONU, l'année du prochain contrôle périodique et des spécificités selon les gaz. Donc, avant de parler de stockage, voilà, on a parlé de reconnaissance des gaz via l'étiquette, mais également cette reconnaissance va passer par la couleur de l'ogive de la bouteille, parce que cette couleur-là va identifier le risque ou les risques liés au gaz utilisé. Donc, si vous avez une ogive jaune, on va avoir du risque toxique ou corrosif. Une ogive rouge, c'est inflammable. Bleu, c'est oxydant et vert, ça va être du gaz inerte. Concernant la couleur de la bouteille, pour un usage industriel, la bouteille peut être de toutes les couleurs sauf blanc. Et pour un usage médical, on va avoir une bouteille de couleur blanche. Donc, lorsqu'on a un gaz ou un mélange de gaz qui présente plusieurs risques, l'ogive est peinte selon le risque primaire, donc le risque le plus important. On peut également indiquer le risque secondaire sous forme de bande. Voilà. Mais pour certains gaz, il y a des exceptions possibles. La couleur de l'ogive spécifique sera spécifique au gaz plutôt qu'à son danger. Donc, pour l'acétylène, on va utiliser une couleur d'ogive marron, l'oxygène blanc, le protoxyde d'azote bleu, et etc. Je vous ai mis d'autres exemples de gaz de couleurs que vous avez sans doute rencontrés dans vos entreprises. Donc oui, ça, ces couleurs-là, c'est pour un usage médical, mais c'est également possible pour un usage obligatoire, mais c'est pas obligatoire. C'est pour un usage industriel, mais c'est pas obligatoire. Alors sur le stockage en lui-même, maintenant qu'on a vu la reconnaissance des gaz, il est conseillé de stocker vos bouteilles de gaz à l'extérieur de vos bâtiments et idéalement à au moins 10 mètres des autres bâtiments. Donc, votre établissement peut être soumis à réglementation ICPE pour le stockage des bouteilles de gaz. On verra les rubriques à la fin. Dans ce cas, il y aura des règles spécifiques qui devront être respectées. Alors, quelles caractéristiques doit-on prendre en compte lorsqu'on choisit un lieu destiné au stockage des bouteilles de gaz? Déjà, il faut choisir un lieu qui sera exclusivement dédié au stockage des bouteilles. Un lieu qui est propre, éclairé et bien sûr correctement ventilé, qui sera à l'abri des intempéries et des variations importantes de chaleur et éloigné de toute source de chaleur.
Donc des conduites de fluides chauffés, des chaudières, des radiateurs, des flammes et également de toute surface de température supérieure à 50 degrés. Donc bien vérifier justement concernant ces températures, la température maximale à laquelle la bouteille de gaz peut être portée, puisque le gaz est très sensible aux variations de température. Si on choisit une implantation de zone de stockage extérieure, donc ce qui est idéal, qu'on vient de voir, donc cette zone de stockage doit être fermée à clé, surmontée d'une toiture avec un auvent dirigé vers le haut pour protéger des intempéries, mais également pour ne pas créer de poche de gaz en cas de fuite. Et la zone de stockage doit être totalement à l'air libre, c'est-à-dire sans parois pleines ou avec au moins 2 parois opposées ajourées, donc type grillage. Si on a un stockage en intérieur, il vaut mieux choisir un local qui sera positionné en façade, en rez-de-chaussée, avec un accès sans marche, qui sera clairement identifiable, avec l'identification donc sur la porte du local, que c'est un local dédié au stockage des bouteilles de gaz, et accessible, mais qui sera éloigné des escaliers, des voies principales pour ne pas constituer des obstacles, en cas d'évacuation notamment. Un local qui sera non chauffé, mais ventilé mécaniquement en permanence, avec des arrivées et des sorties d'air qui seront diamétralement opposées dans le local. Donc, concernant l'accès et la signalisation de ce local de stockage, donc seules les personnes autorisées auront accès à la zone de stockage. La zone de stockage sera agencée de manière à faciliter la manipulation des bouteilles de gaz, il faut le prévoir, pouvoir faire passer notamment un engin de manutention pour le transport. Il faut afficher une signalétique avec l'interdiction de fumer et d'utiliser des appareils produisant des sources d'inflammation. Et puis bien penser à indiquer cette aire de stockage des bouteilles de gaz sur les plans d'intervention, sur vos plans des bâtiments qui seront destinés aux services de secours, en cas d'incendie notamment. Donc en extérieur, comme l'aire de stockage des produits chimiques, l'aire de stockage des bouteilles de gaz doit être accessible facilement aux véhicules de transport et de secours. Alors sur les risques maintenant, il faut, concernant le risque électrique, donc il faudra s'assurer que le matériel électrique, l'éclairage compris, soit conforme à la réglementation, notamment si votre local de stockage des bouteilles de gaz est considéré comme étant une zone ATEX, donc à atmosphère explosif. Donc sur le risque d'explosion, plus précisément, les gaz inflammables, donc ils peuvent générer des atmosphères explosives. Alors, pour rappel, il y a 3 types de zones de risque, à risque de formation ATEX gazeuse qui sont définies par la réglementation. Donc la zone 0, ATEX 0, c'est qu'on a une atmosphère explosive en permanence. La zone 1, c'est qu'on a une atmosphère explosive occasionnelle. Et la zone 2, c'est qu'on a une atmosphère explosive dysfonctionnelle, donc en cas de fuite de bouteilles, par exemple. Donc, concernant le stockage des bouteilles de gaz, la seule ATEX présente, c'est une zone 2, donc la zone dysfonctionnelle, à proximité, qui sera située à proximité immédiate du robinet de la bouteille. Donc, normalement, si vous avez un stockage avec un local qui est grillagé, donc qui est bien ventilé, qui est en extérieur, la ventilation naturelle sera efficace en cas de fuite et ça permet d'éviter un stockage de votre zone, un classement de votre zone en zone 2 ATEX. Donc, le risque incendie, il faudra s'assurer que les moyens de lutte contre les incendies soient placés à l'extérieur de la zone de stockage et soient adaptés au risque. Dans le cas d'un local donc situé en intérieur, s'il est à moins de 10 mètres des autres installations, il faudra s'assurer que ce local est bien équipé de murs et de planchers coupe-feu, donc coupe-feu 1 heure, et de portes coupe-feu également 1 heure. En cas de zone de stockage extérieur, si elle est située à moins de 10 mètres des autres installations, il faudra un élément constructif, donc type mur, d'au moins 2 mètres de haut et qui devra séparer la zone des autres installations, donc mur coupe-feu également d'1 heure.
Les EPI, donc en fonction, c'est pas une obligation, mais en fonction de votre analyse des risques et de l'importance de votre zone de stockage de vos bouteilles de gaz, il peut être nécessaire, d'installer des appareils de protection respiratoire à l'extérieur de votre zone qui seront utilisés en cas de fuite de gaz pour protéger, vos salariés qui travailleraient à proximité. Alors concernant le risque de fuite de gaz, donc le système de ventilation, hein, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Fabienne, mais c'est le même principe. Les systèmes de ventilation mécanique, ils vont être conçus selon différents paramètres, hein, en fonction de la nature et de la quantité de vos gaz présents, donc en fonction de votre analyse de risque. Les arrivées et sorties d'air, donc ça je vous l'ai déjà dit, seront diamétralement opposées dans votre local. Évidemment, le système de ventilation doit être entretenu régulièrement. Le système de ventilation naturelle n'est pas recommandé à l'intérieur. Par contre, il est acceptable pour un local de stockage extérieur, avec toujours nos 2 parois opposées ajourées au minimum. Pour le contrôle de l'atmosphère, donc suivant la configuration du local, il peut être nécessaire d'installer plusieurs détecteurs. Donc là encore, c'est votre analyse de risque, hein, qui va en découler, enfin, qui va impliquer ces mesures. On va positionner les détecteurs près des lieux de passage et à proximité des sources de gaz. Donc là aussi, ça va demander un entretien et un contrôle régulier et la mise en place d'une alarme donc pour détecter les fuites qui doit être à la fois visuelle et sonore. Et évidemment, bien sûr, le signal doit être différent de celui de l'alarme incendie. Donc les règles de stockage. Alors la première des règles de stockage, ça va être de séparer les bouteilles vides des pleines. On veillera à poser une étiquette en indiquant vide donc sur les bouteilles vides en attendant leur évacuation, qui devra être le plus rapide possible. On va organiser notre zone de stockage en séparant les bouteilles selon les types de gaz, puisque certains gaz ne peuvent pas être stockés ensemble, les gaz comburants avec les gaz combustibles notamment, qui doivent être séparés par un mur d'au moins 2 mètres de haut, un mur coupe-feu. Les bouteilles de gaz inflammables ne seront pas stockées à proximité de matières combustibles. Les bouteilles doivent être conservées en position verticale, donc debout, et fixées aux 2 tiers de leur hauteur à l'aide d'une sangle ou une chaîne sur un mur ou un râtelier, donc suffisamment solide pour les porter. Donc, on va préférer stocker les bouteilles debout et au sol, hein, directement debout sur le sol, afin d'éviter les risques de chute, hein, plutôt que sur des étagères. Les robinets des bouteilles seront fermés, y compris pour les bouteilles vides, et elles seront entreposées avec leur chapeau afin de protéger les robinets, justement. Donc, quelques exemples de types d'installations de stockage. Là, vous avez un cadre à gauche qui est utilisé notamment pour le transport des bouteilles, pour qu'elles restent bien fixes. Des casiers grillagés, pour le stockage extérieur notamment. Et puis, une armoire de sécurité qui sera préférentiellement utilisée pour certains types de gaz. Alors concernant, la bibliographie et la réglementation, donc vous pouvez consulter, la brochure INRS ED 6369 sur les bouteilles de gaz, donc qui va reprendre les éléments de stockage que je viens de vous donner, mais également des éléments, d'utilisation sur les bouteilles de gaz et sur les réseaux de gaz. Donc c'est une brochure très complète. Pour, la réglementation, donc on va appliquer les exigences, relatives, enfin les exigences du code du travail, hein, relatives aux agents chimiques dangereux et CMR. On a des normes également sur le transport, des bouteilles de gaz et sur les étiquettes, que je vous ai présentées, l'étiquetage. Et puis, concernant toujours la réglementation, on peut avoir, une réglementation ICPE, donc dont vous a parlé, Fabienne, qui peut s'appliquer au stockage des bouteilles de gaz. Donc je vous ai mis, quelques exemples de libellés de rubrique ICPE qui pourraient s'appliquer à votre stockage. Donc la 4718 sur les gaz inflammables, la 4719 sur l'acétylène et la 4725 sur l'oxygène. Et enfin, en réglementation, on a toute la partie du code du travail sur le risque incendie et atmosphère explosive qui va s'appliquer. Donc, on va passer au stockage des matières premières et des produits finis.
Alors, en matière de risques, donc on va retrouver un petit peu des risques qui peuvent être parfois similaires au stockage de produits chimiques. Donc, je ne vais pas revenir plus en détail sur cette partie-là. On va passer directement à la suite. Donc, c'est pareil, si les matières premières et les produits finis sont des produits chimiques, on va respecter les exigences qui sont applicables aux produits chimiques. Et en fait, en matière d'environnement, pour les industries qui seraient des installations classées pour la protection de l'environnement, il existe en fait des rubriques qui vont concerner directement les matières premières, les produits finis ou bien encore les emballages. Donc, notamment, on a la rubrique 1510 qui concerne le stockage de matières ou de substances combustibles. Donc là, sont visées les industries qui vont stocker des substances combustibles et inflammables à l'intérieur de bâtiments et dont la quantité est supérieure à 500 tonnes. Ensuite, on a la rubrique 1530 sur tout ce qui est papier, carton, 1532 sur le stockage de bois, mais là, il faut quand même avoir des volumes un petit peu importants pour être concerné. Et après, on a des rubriques qui vont concerner plus les matières plastiques, donc la 2662 sur le stockage des polymères et la 2663 sur les produits finis qui vont être composés d'au moins 50% de polymères. Donc là, je vous ai mis un titre d'exemple. Donc là, c'est vraiment pas applicable à toutes les personnes qui écoutent le webinaire, mais c'était vraiment pour vous illustrer. Voilà, j'ai pris la rubrique 2560 sur le travail mécanique des métaux. Et donc, on voit que dans l'arrêté ministériel qui est applicable, eh bien, en fait, on va avoir des exigences qui vont concerner directement le local. Donc là, ce sont des exigences qui vont concerner le local de stockage de produits inflammables. Et donc, il y a des obligations en matière de distance à respecter, en matière de murs coupe-feu, de portes coupe-feu. Voilà, c'était à titre d'illustration. Ensuite, au niveau des matières premières et des produits finis, donc là, c'est pareil, je vais passer assez rapidement car on a quelques adhérents qui sont concernés, mais on n'en a pas beaucoup. Je voulais juste rappeler qu'il y a un décret qui est sorti dernièrement sur les granulés plastiques industriels. Donc voilà, ça concerne les sites industriels qui les utilisent et dont la quantité totale de granulés présents est supérieure à 5 tonnes. Eh bien, il y a des obligations en matière de stockage et de manipulation. Il y a des obligations de mettre en place des équipements pour prévenir les fuites de ces granulés. Il y a également des obligations de procédure de stockage, de réalisation d'audits, etc. Je ne vais pas y passer plus de temps car on n'a pas beaucoup d'adhérents qui sont concernés par ça, mais je voulais le rappeler. Donc maintenant, je laisse la parole à Sybille qui va vous présenter la partie outillage des consommateurs. Oui, alors là aussi une partie, un peu rapide, avant de passer et de terminer sur les déchets. Donc outillage et consommables, en fait, j'ai souhaité surtout vous parler de rangement. Donc voilà, quelques photos, que j'ai enfin oui, les 2 premières, c'est moi qui les ai prises en entreprise, oui, ça existe encore. Donc de rangement à ne pas imiter, avec tous les risques que cela induit, et le premier des risques, et j'insisterai dessus, ce sont les chutes de plain-pied, qui représentent environ 17 des accidents du travail et qui représentent, 19 des journées d'arrêt de travail perdues. 17 également des accidents ayant entraîné des incapacités permanentes et ça représente les chutes de plain-pied, 5 des décès. Et avec les chutes de hauteur, donc tout ce qui est chute, c'est la deuxième cause des accidents au travail. Or, les chutes de plain-pied, on va souvent le résumer à des maladresses, à des défauts d'attention individuelle et à des choses qui sont qui sont pas gravissimes. On tombe, on n'est pas attentif. Or, leurs causes sont souvent liées à l'environnement de travail, comme l'encombrement des sols. Et en plus, c'est un risque qui concerne tous les postes de travail, aussi bien les bureaux que les postes en atelier. Le deuxième risque lié à un mauvais rangement de l'outillage et de ces consommables, ça va être les troubles musculo-squelettiques. Et là, attention, c'est la première cause de maladie professionnelle. Ça représente 87 des maladies professionnelles qui sont reconnues. Donc, une mauvaise posture ou un port de charge trop lourde lors de la prise ou de la dépose d'un objet sur un rangement non adapté peut entraîner à terme des troubles musculo-squelettiques.
Alors comment on va gérer, notre stockage et notre rangement de notre outillage? C'est d'abord par l'organisation. On va organiser, les rangements et l'outillage des consommables en fonction de leur poids et de leur utilisation. Donc là, j'ai mis un schéma que j'ai trouvé, dans la rubrique INRS ED 6218 qui concerne pas, l'industrie à proprement parler, mais qui en fait peut s'appliquer à tout type, de petits stockages, d'outillage. Donc dans la zone verte à privilégier, on va préférentiellement placer les charges lourdes et ou volumineuses ou fréquemment utilisées. Dans la zone acceptable, donc la zone orange, on va limiter les contraintes liées au volume, au poids et à la fréquence de manipulation des marchandises. Et dans la zone à éviter, on va vraiment utiliser cette zone de manière très exceptionnelle, hein, la zone assurée en rouge et orange. Et on va ranger là des produits légers et peu encombrants et qui seront rarement manipulés. Donc on évitera, enfin on ne stockera aucune charge au-dessus d'1,80 m. Ensuite, l'autre point, ça va être de se débarrasser des réserves de matériel qui encombrent le sol pour libérer la place et d'installer pour les ranger des rayonnages supplémentaires et de limiter le stock et d'outillage et de consommables. On va, avoir, que ce qui est nécessaire et on va jeter ce qui n'est plus utilisé, mettre au rebut. Donc je pense que vous connaissez, quelques mots donc sur cette méthode, hein, que vous connaissez sans doute, la méthode 5S, donc dont l'objectif, c'est d'optimiser les conditions de travail et le temps de travail grâce à une organisation spécifique, à la propreté et à la sécurité du plan de travail. Donc c'est une méthode qui a été créée au Japon, dans l'entreprise Toyota. Donc 5S, c'est quoi? Alors excusez mon accent japonais, hein. Saïri, ça va être trier, jeter, recycler, archiver. Siéton, c'est ranger et classer de manière à limiter les déplacements physiques ou le port d'objets lourds. Donc c'est la diapo que je vous ai présentée précédemment, hein. Seizo, ça va être de nettoyer, de réparer. Seikeitsu, c'est d'ordonner son poste de travail de manière à ce qu'une autre personne puisse s'y retrouver. Et Shitsuke, c'est d'être rigoureux, d'appliquer les 4 opérations précédentes et surtout de les maintenir dans le temps. Donc c'est vrai que ça c'est très répandu la méthode 5S, on le trouve de plus en plus en entreprise et à la fois pour l'organisation et pour la sécurité, c'est une bonne méthode. Alors pour terminer sur cette petite partie, donc quelques éléments, bibliographiques. Donc vous retrouvez, dans la brochure INRS-ED 79, tout ce qui est lié à la conception et aménagement des postes de travail, hein, donc plus général, hein, pas seulement le rangement. La rubrique sur la brochure ED 64-63 sur les chutes de plein-pied et également la brochure ED 64-33, non, je me suis trompée, excusez-moi, la rubrique pardon, la brochure sur la conception des lieux et des situations de travail. Il y a une petite coquille. Et enfin, vous trouvez un dossier INRS sur les 5S et sur les démarches Lean, donc qui s'intitule «Articuler démarche Lean et prévention au travail». Donc, on va voir maintenant la dernière partie sur le stockage des déchets. Alors, un petit rappel hein, sur les différentes catégories de déchets. Donc, nous avons les déchets dangereux qui présentent un risque potentiel pour l'environnement et la santé. Donc, ça va être par exemple les huiles usagées, les chiffons souillés, les emballages souillés. On a la particularité des déchets POP. Alors, POP qui veut dire polluants organiques persistants, sont des déchets très particuliers qui sont un petit peu pas très fréquents hein, dans nos entreprises. Hein. Ce qu'on peut trouver, en fait, c'est principalement les pesticides, donc on n'utilise pas. Mais en fait, voilà, dans les déchets POP, on peut notamment avoir les PCB. Donc, pour rappel, hein, c'est donc ce qui était dans les anciens transformateurs et qui, normalement, maintenant, doit avoir disparu de toutes les entreprises. En tout cas, les transformateurs doivent avoir une concentration très faible résiduelle en PCB. Ensuite, on a une autre catégorie qui sont les déchets inertes. Donc, ce sont les déchets dont la teneur physico-chimique ne va pas évoluer dans le temps. Donc, c'est typiquement le verre, la terre non polluée et en fait, tous les déchets de type briques, céramique, béton, etc. Après, on va avoir les déchets finalement qui ne seront ni dangereux, ni inertes. Voilà, donc qui ne présentent pas de risque pour l'environnement et la santé, mais qui évoluent en fait dans le temps.
Voilà, typiquement, ça va être les déchets verts, hein. Voilà, ça va se décomposer dans le temps. Donc, c'est un déchet ni dangereux ni inerte. Et donc, on a aussi tous les déchets de type papier, carton, palette, les déchets en métaux, en plastique. Alors là, au niveau des risques, donc je ne vais pas en fait reprendre en détail tout ce qui a été vu précédemment. Pour la partie stockage de déchets, on peut rajouter en fait 2 risques supplémentaires par rapport notamment au stockage des produits chimiques. C'est le risque d'envol de déchets, quand on stocke les déchets à l'extérieur, par exemple dans des bennes. Et on a aussi le risque de pollution du sol si par exemple on stocke finalement des déchets à l'extérieur et qui, par exemple, qui ne sont pas sur bac de rétention ou sur des sols non étanches, par exemple. Donc, en matière de réglementation, eh bien, en fait, on va retrouver, si ce sont des déchets donc issus de produits chimiques, eh bien, en fait, on va retrouver les mêmes exigences du Code du travail qui sont relatives aux agents chimiques dangereux et aux produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. On va retrouver aussi, si c'est concerné, les exigences sur le stockage de matières explosives et inflammables et les exigences ATEX. Et enfin, au niveau du Code de l'environnement, on va avoir des exigences qui vont être spécifiques et qui vont être relatives aux déchets. Donc maintenant, au niveau des règles de stockage. Donc, au niveau de la conception, on va d'abord faire un inventaire pour 3 choses. L'objectif d'abord, ça va être de définir la capacité d'entreposage. Cette capacité va dépendre de la quantité produite de déchets, mais aussi de la périodicité de la collecte des déchets. Cet inventaire a aussi pour objectif de définir le conditionnement approprié. Conditionnement qui va dépendre de la nature du déchet, mais aussi du mode de collecte des déchets. Voilà, on peut avoir des déchets liquides qui vont être stockés en fût, par exemple, ou des déchets liquides stockés en cuve, donc forcément le mode de collecte va être différent. Ensuite, on va en fait implanter les aires d'entreposage pour faciliter les opérations de collecte. Alors l'aire de collecte, préférentiellement, elle va être à l'écart du reste de l'établissement et du parking, voilà, sur une zone plane horizontale. Et surtout, si on a un stockage en benne, on va prévoir un emplacement supplémentaire pour pouvoir déposer la benne vide avant de pouvoir enlever la pleine. Ensuite, idéalement, la zone de circulation depuis les locaux d'entreposage vers les zones de collecte sera sans ressaut ou obstacle et avec le moins de dénivelé possible. D'un point de vue organisation, on va entreposer les déchets combustibles ou inflammables à l'extérieur et on va les stocker, notamment les déchets à 10 mètres des bâtiments. Pourquoi? C'est toujours par rapport au risque incendie, pour éviter que si un incendie se déclenche au niveau du stockage de déchets, que ça ne communique au bâtiment de production. Bien entendu, c'est comme pour les produits chimiques, le risque dépend des volumes stockés et de la durée de stockage. Donc là, on va s'assurer qu'il y a un enlèvement et un traitement régulier. On utilise toujours les contenants qui sont fournis par le prestataire déchets. On ne va surtout pas récupérer un ancien contenant de produits chimiques, car en fait, il peut y avoir des réactions chimiques dangereuses avec un résidu d'un produit chimique d'un contenant et après avec le nouveau déchet que vous y aurez mis dedans. Tout comme les produits chimiques, les contenants de déchets doivent être bien étiquetés. Et bien entendu, les règles de compatibilité des produits chimiques s'appliquent également aux déchets. Au niveau des déchets liquides, pareil que pour les produits chimiques, on va les stocker sur rétention. Et quand on a des déchets non dangereux, alors là, le principe, c'est de les stocker sur une aire étanche et protégée à la fois de l'entraînement par les eaux de pluie ou de l'éparpillement par le vent. Pour les déchets dangereux, là, en fait, on peut avoir des exigences supplémentaires en fonction de l'évaluation des risques. Donc, bien entendu, on va avoir les règles relatives aux produits chimiques et on peut avoir des exigences particulières au niveau des moyens de lutte contre l'incendie, etc. Au niveau du Code du travail, on a une exigence particulière sur les chiffons souillés de liquide inflammable ou de matière grasse qui doivent être enfermés après usage dans des récipients métalliques clos et étanches. Et là, j'ai rajouté une petite phrase qui ne vient pas du Code du travail, mais c'est par rapport à un accident qui est survenu chez un adhérent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il mettait tous ces chiffons souillés dans le même contenant, sauf qu'en fait,
les chiffons en fait pouvaient contenir des substances qui étaient incompatibles entre elles, et aussi certains avaient des catalyseurs qui ont en fait finalement catalysé la réaction chimique. Ensuite, en matière d'environnement, on peut avoir, quand on est une installation classée pour la protection de l'environnement, des prescriptions spécifiques, hein. Donc là, je vous ai mis une prescription qui est assez classique dans les arrêtés. C'est que en fait, la quantité de déchets stockés, eh bien, elle doit être inférieure à la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination ou de recyclage. Voilà, l'objectif, c'est ce que je disais, c'est que comme le risque augmente avec la durée de stockage, c'est d'éliminer régulièrement les déchets. Donc, bien entendu, votre stockage de déchets, vous allez l'organiser en fonction des obligations de collecte séparées qui vous sont applicables. Donc là, je vous ai mis, pour rappel, une liste non exhaustive des obligations de collecte séparées qui peuvent vous être applicables. Donc on va retrouver classiquement l'obligation de collecte séparée des déchets de papier, carton, des déchets de métal, des déchets de plastique, des déchets de verre, de bois, et après tout ce qui est fraction minérale et plâtre. Donc tous ces déchets doivent être collectés séparément et envoyés pour recyclage. Après, on a l'obligation de collecte séparée des huiles, quelles qu'elles soient, l'obligation de collecte séparée des déchets d'emballage, et après, voilà, je vous ai mis d'autres exemples de collecte séparée qui peuvent vous être applicables en fonction de votre activité. Maintenant, on va voir brièvement un retour d'expérience sur 2 accidents. Un premier accident est survenu au niveau en fait de Geobox. Donc une Geobox, hein, c'est un bac plastique. Donc là, c'était un bac plastique dans lequel étaient stockés des chiffons souillés. Ces chiffons souillés étaient imbibés de graisse. Et donc, quand il y a un feu qui s'est déclaré dans une Geobox, et cette Geobox était située contre le mur extérieur de l'atelier. Donc là, en fait, comment s'est déclenché cet incendie? Eh bien, tout simplement, la Geobox était noire, elle était fermée, elle était au soleil, c'était la canicule. Et donc, la température extérieure a entraîné une réaction d'oxydation. Donc, pour rappel, hein, un incendie, c'est une réaction d'oxydation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la réaction d'oxydation, elle est exothermique, ça veut dire qu'elle dégage de la chaleur. Donc, il y a eu clairement un emballement thermique. C'est-à-dire qu'en fait, on a la canicule qui a déclenché la première réaction d'oxydation, qui après a généré de la température. Et au bout d'un moment, la température à l'intérieur de la Geobox a atteint la température d'auto-inflammation. Et donc, l'incendie s'est déclenché. Et donc, suite à ça, l'entreprise a décidé déjà d'éloigner les Geobox par rapport au bâtiment. C'est pour ça qu'on demande des distances minimales au niveau des déchets. Ils vont mettre aussi en place des nouvelles Geobox d'un volume plus petit, ventilées, de couleur claire. Et ils vont essayer de voir aussi la périodicité de la collecte de ces Geobox. Après, on a un autre incendie qui s'est déclaré, mais cette fois-ci au niveau d'un stockage externe de palettes. Donc là, en fait, eh bien voilà, il y a un lot de 15 palettes qui a été transporté avec un chariot, mais la personne a eu la bonne idée, pour gagner du temps, de pousser en même temps un deuxième lot de palettes, ce qui fait qu'en fait, les palettes qui étaient situées dans la partie la plus basse, elles ont frotté sur 150 mètres. Et donc, il y en a l'une d'entre elles, eh bien en fait, il y avait un petit clou qui devait dépasser, qui a été échauffé. Ça a déclenché un feu couvant et après un incendie du tout le stockage de palettes. Donc là, suite à ça, voilà, ils ont décidé de mettre en place des actions, notamment de former les caristes, pour pas que ce genre de situation ne se reproduise. Et suite bref, voilà, la façon dont s'est déroulé l'incendie, ils ont décidé de revoir leurs consignes pour pas oublier de couper le gaz et l'électricité en cas d'incendie, mais aussi pour revoir la consigne de gestion des eaux d'extinction. Et avant de passer à la suite, je terminerai par un dernier accident qui est survenu dans une entreprise. Donc voilà, c'est un salarié qui voulait jeter un chiffon souillé, mais en fait, il était tard. Le local n'était pas bien éclairé. Il ne savait plus en fait lequel bac étaient les chiffons propres, lequel bac étaient les chiffons souillés. Et pour y voir plus clair, il a utilisé un briquet pour allumer
enfin voilà, pour voir lequel était propre, lequel était souillé. Et donc, ça en déclenchait une boule de feu. Donc, le salarié, malheureusement, a été brûlé au visage. Donc voilà, donc c'était pour vous donner des exemples de retours d'expérience d'accidents. Voilà, pour bien mettre en évidence l'importance voilà, de bien penser au plus juste les stockages de déchets qui sont très sources d'accidents. Maintenant, je laisse la parole à Sybille. Oui.